En 1969, un jeune fermier du Colorado s'est réveillé un matin et a découvert que la moitié de sa récolte de maïs était détruite. C'était tout l'argent qu'il avait, la seule chose qui séparait sa famille d'un hiver très difficile. Il a conduit jusqu'au plateau de tournage voisin pour demander de l'aide. Ils l'ont renvoyé, il est revenu, ils l'ont renvoyé à nouveau. La troisième fois, ils lui ont remis un chèque déguisé en insulte. La quatrième fois, John Wayne regardait. Voici l'histoire. Été 1969, Montrose, Colorado. La production de True Grit a englouti cette petite ville de montagne. Camions, remorques, grues de caméras, éclairage, des dizaines de membres d'équipage se déplaçant dans toutes les directions. C'est la plus grande chose qui soit jamais arrivée à Montrose, et la ville s'adapte encore. Pour la plupart des habitants, l'arrivée de John Wayne et d'une production hollywoodienne est excitante. Pour un fermier de 28 ans nommé Garrett, c'est un bruit de fond. Il a des préoccupations plus pressantes. Garrett possède un petit terrain en périphérie de la ville. 20 acres, une maison modeste, une grange et un champ de maïs qui, dans 6 semaines, sera prêt pour la récolte. Ce maïs est tout. C'est ainsi qu'il paie son emprunt immobilier, qu'il achète la nourriture d'hiver pour les animaux, qu'il garde les lumières allumées pour sa femme, Nora, et leur fils de 2 ans. Le champ est clôturé, mais à peine. De simples poteaux en bois et du fil de fer. Le genre de clôture qui dit « ceci est à moi » plutôt que le genre qui empêche réellement quoi que ce soit d'entrer. Garrett l'a installé lui-même avec de l'argent qu'il n'avait pas vraiment. C'était suffisant. À Montrose, tout le monde sait à qui appartient quelle terre. Personne ne va là où il ne devrait pas. L'équipe de tournage n'a pas reçu ce mémo. Le chef cowboy, l'homme responsable des chevaux de la production, s'est cassé le bras 3 jours après le début du tournage. Accident de cheval hors plateau. Il a été emmené à l'hôpital de Grand Junction et n'est pas revenu avant 2 semaines. Les membres de l'équipe laissés pour s'occuper des chevaux n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Ils supposaient que les chevaux étaient comme des voitures, garez-les quelque part et ils restent en place. Alors chaque soir, après la fin du tournage de la journée, ils rassemblaient les chevaux dans un enclos près du bord du plateau, fermaient le loquet et partaient dîner. Personne ne leur avait dit que les chevaux pouvaient ouvrir un loquet mal fermé avec leur nez. Cette nuit-là, 12 chevaux se sont tranquillement libérés, ont marché 300 mètres à travers un terrain découvert, ont trouvé le champ de maïs de Garrett et ont passé les heures suivantes à faire ce que les chevaux font quand ils rencontrent du maïs haut et mûr dans l'obscurité. Au matin, près de la moitié du champ avait disparu, mangé, aplati, piétiné dans la terre. Des rangées qui étaient à hauteur de poitrine la veille étaient écrasées et ruinées. John Wayne est assis devant sa caravane avec son café du matin quand l'agitation à l'extrémité du lot attire son regard. Il regarde l'équipe se précipiter pour récupérer les chevaux, les regarde ramener les animaux à travers le portail comme si rien d'important ne s'était passé. Il aperçoit un instant le champ de maïs ruiné au-delà de la clôture. Il voit que quelque chose ne va pas, mais les chevaux ne sont pas son rayon. La terre n'est pas sa terre. Wayne finit son café, va au maquillage, se prépare pour le travail du jour. Certaines choses ne vous regardent pas. Garrett apprend ce qui s'est passé par son voisin qui passe devant en allant en ville et manque de peu de planter sa camionnette en voyant le champ de maïs. Il fait immédiatement demi-tour et va trouver Garrett. Garrett conduit jusqu'au plateau de tournage, se gare à l'extérieur, marche jusqu'au portail et demande à parler au responsable. Un assistant coordinateur de production, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est éveillé depuis 4 heures du matin et n'a plus de patience. Dit à Garrett que le directeur de production n'est pas disponible, qu'ils sont au courant de la situation, que cela sera traité, que Garrett devrait laisser son nom et que quelqu'un le contactera. Garrett laisse son nom, rentre chez lui, dit tout à Nora. Il s'assoit à la table de la cuisine et essaie de faire les comptes. Ça ne marche pas. Il revient le lendemain. Cette fois, il demande spécifiquement à voir le directeur de production par son nom. Le même assistant lui dit que le directeur de production est en pleine journée de tournage et ne peut pas être dérangé. Garrett demande quand il peut revenir. L'assistant dit qu'il transmettra le message.
Depuis l'autre côté du lot, Wayne remarque l'homme au portail, le même qu'hier. Il regarde l'assistant lui parler, regarde l'homme hocher lentement la tête, faire demi-tour et retourner à sa camionnette. Wayne retourne au travail, pas son problème pour l'instant. 3 jours passent, rien ne se passe. Pas d'appel, pas de lettre, pas de chèque. Garrett retourne au lot un jeudi matin. Cette fois, il ne demande pas poliment. Il se tient au portail et hausse la voix sans crier, mais assez fort pour que tout le monde dans un rayon de 30 mètres l'entende. Vous avez détruit la moitié de ma récolte. Je suis venu 2 fois et personne ne m'a parlé. Ma famille dépend de ce champ. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui peut réellement prendre une décision. Wayne l'entend depuis sa chaise en toile devant la caravane de maquillage. Il observe. Il se tourne vers son assistant. « C'est quoi cette histoire ?» L'assistant lui donne la version courte. Les chevaux, le champ de maïs, le fermier qui ne cesse de revenir, l'approche du directeur de production qui espère que le problème disparaîtra tout seul. La mâchoire de Wayne se serre, il pose sa tasse de café, puis il la reprend, finit son café, ne dit rien de plus. Ce soir-là, après la fin du tournage de la journée, Wayne trouve le directeur de production d'un air dégagé, comme s'il engageait une conversation. J'ai entendu quelque chose aujourd'hui à propos d'un fermier de maïs, des chevaux qui se sont échappés cette nuit. Le directeur de production fait un geste de la main. Déjà réglé, le gars n'arrête pas de venir faire du bruit, on va lui faire un chèque demain, le renvoyer chez lui. Combien ? Assez, dit le directeur de production et il change de sujet. Le lendemain matin, Wayne est de nouveau assis dehors avec son café. Même endroit, même chaise, même vue sur le portail. Une camionnette s'arrête, Garrett en descend. Puis sa femme, Nora, descend. Ensuite, elle soulève leur fils de 2 ans du siège arrière. Le garçon porte un chapeau trop grand pour sa tête. Il cligne des yeux dans la lumière du matin et attrape la main de sa mère. Ils attendent devant le portail. Nora et le garçon restent sur le trottoir pendant que Garrett entre. Il entre avec le directeur de production dans un petit bureau de production. La porte se ferme. 8 minutes plus tard, la porte s'ouvre. Garrett sort en tenant un chèque. Son visage est tendu. 2 assistants de production sont à ses côtés, le raccompagnant vers le portail avec le langage corporel discret mais indubitable d'homme qui escorte quelqu'un dehors. Garrett s'arrête, regarde le chèque, puis lève les yeux. Ça ne représente même pas un quart de ce que j'ai perdu. Sa voix est contrôlée, mais à peine. On parle des revenus de ma famille, de la nourriture de mon garçon cet hiver. Et vous me donnez ça ? Un des assistants lui prend le bras. Monsieur, c'est l'offre. Si vous voulez la contester davantage, vous en êtes libre. Vous savez ce qu'ils m'ont dit là-dedans ? La voix de Garrett s'élève. Il ne peut plus l'arrêter. Ils ont dit que si je ne suis pas content, je peux poursuivre les chevaux. Poursuivre les chevaux, c'est ce qu'ils m'ont dit. Il libère son bras. Vous êtes incroyable. Vous débarquez ici avec vos camions et vos caméras et vous ruinez ce que j'ai mis des mois à faire pousser. Et vous me traitez comme si j'étais le problème. On le pousse vers le portail. Sa voix se brise maintenant. Non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus dur. L'humiliation. Depuis l'autre côté du lot, John Wayne se lève. Il marche sans se presser, cette démarche lente et délibérée, poitrine en avant, épaules en arrière. Chaque personne sur son chemin s'écarte sans qu'on le lui demande. Il arrive au portail, s'arrête devant les 2 assistants de production. Il se fige. Wayne regarde au-delà d'eux, vers Garrett. Le visage de l'homme est cramoisi. Sa chemise est défaite à cause de la lutte. Nora s'est avancée depuis le trottoir, la main sur l'épaule de son fils, regardant son mari avec de grands yeux incertains. « Accordez-nous 1 minute », dit Wayne aux assistants. Calme, sans réplique. Il recule. Wayne regarde Garrett, puis Nora. Ensuite, il se penche et soulève le garçon des bras de sa mère d'un mouvement aisé, calant l'enfant contre son flanc comme s'il l'avait fait 1000 fois. Le garçon dévisage cet homme immense avec la curiosité surprise que tous les enfants de 2 ans ont pour quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Wayne hausse un sourcil en le regardant. Le garçon attrape une poignée du col de Wayne. « Dites-moi ce qui s'est passé, » dit Wayne à Garrett. « Tout, depuis le début. » Garrett lui raconte tout. Chaque visite au portail, chaque rembarré, chaque promesse non tenue, le chèque avec un montant qui ne couvre même pas la moitié de ce qui a été perdu, la remarque sur le fait de poursuivre les chevaux.
Wayne écoute, ne l'interrompt pas une seule fois. Lorsque Garrett a fini, sa mâchoire est serrée. Il est plus calme maintenant. Le fait d'avoir été écouté a fait son effet. « Vous avez un bout de papier ?» demande Wayne à son assistant qui est apparu à son coude. Un carnet apparaît. « Écrivez votre adresse, » dit Wayne à Garrett, « et donnez-moi le chèque. » Garrett hésite une seconde seulement, puis il le lui tend. Wayne le donne à son assistant sans le regarder. « Ne vous inquiétez pas pour ça, » dit Wayne à Garrett. « Je m'en occupe. » Il rend le garçon à Nora, serre fermement la main de Garrett une fois, fait un signe de tête à Nora. Garrett ouvre la bouche, la referme, hoche la tête. Il ne comprend pas bien ce qui vient de se passer, mais quelque chose dans la poignée de main lui dit que c'est réel. Il ramène sa famille à la maison. À 20 pieds de là, le photographe de plateau baisse son appareil. Il a pris le cliché il y a 3 minutes. Wayne avec le garçon sur la hanche. Garrett debout à côté de lui avec cette expression brute, à peine contenue, sur son visage. La lumière du matin derrière eux. Le champ ruiné visible au loin. Il n'avait pas prévu d'être là. Il faisait juste son travail, documenter la journée. Mais on apprend à lever l'appareil quand on voit quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Wayne se rend directement au bureau du directeur de production. Il ne frappe pas. Le directeur de production lève les yeux de son bureau, surpris. Wayne ferme la porte derrière lui. « Le fermier, » dit Wayne, « celui dont vos chevaux ont mangé le maïs. Duke, nous lui avons déjà... Vous lui avez donné un chèque qui l'insulte, et vous lui avez dit de poursuivre les chevaux. Ce sont les mots que vous avez utilisés ?» Le directeur de production a la décence de ne pas sourire. « Ces situations sont compliquées, » commence-t-il. « Responsabilité, assurance. Il faut comprendre que... » Wayne pose sa main à plat sur le bureau. Pas un coup, juste une pause, délibérée et définitive. « De l'argent liquide, » dit Wayne. « Aujourd'hui. Duke, je ne peux pas simplement... » « Combien lui avez-vous offert ?» Le directeur de production dit le montant. Wayne regarde le plafond un instant, puis le regarde à nouveau. « 10 fois ça, en espèces, maintenant. » Le directeur de production s'arrête, regarde le visage de Wayne, recommence. « C'est beaucoup d'argent pour un... » « Cet homme est venu à ce portail 4 fois, » dit Wayne. « 4 fois. Il est venu 4 fois avant que quelqu'un le traite comme un être humain. 10 fois ça. En espèces, maintenant. » Un long silence. Le directeur de production ouvre le tiroir de son bureau. Wayne sort du bureau avec une enveloppe. Le photographe de plateau attend dehors, tenant une photographie. Le Polaroid a été développé dans les 20 dernières minutes. Wayne la prend, la tient à bout de bras. Le garçon dans ses bras, le visage rond, plissant les yeux dans la lumière matinale. Garrett à côté de lui, la mâchoire serrée, le regard dur, portant encore tout ce que la journée lui avait jeté. Wayne retourne la photo, emprunte le stylo du photographe, écrit de cette grande écriture penchée. Drôle de façon de se rencontrer, désolé que cela ait pris si longtemps, j'espère que cela couvrira une partie des dégâts. Prenez soin du petit Duke. Il tend la photographie à son assistant, puis l'enveloppe. Trouvez cette adresse. Apportez-leur cela aujourd'hui. Wayne retourne vers le plateau. La porte du bureau du directeur de production est toujours fermée. Voilà ce qu'il en est du pouvoir. La plupart de ceux qui en ont l'utilisent pour se protéger. Ils construisent des murs. Ils engagent des gens pour dire non à leur place. Ils laissent les petits problèmes s'accumuler sur le seuil de quelqu'un d'autre et appellent cela de l'efficacité. John Wayne avait plus de pouvoir dans cette ville du Colorado en 1969 que presque n'importe quel homme vivant. Il aurait pu passer devant ce portail chaque matin pendant 6 semaines sans jamais penser une seconde à l'homme de l'autre côté. Au lieu de cela, il a pris un garçon de 2 ans dans ses bras, a écouté un fermier qui manquait de mots, puis est entré dans un bureau et a réparé les choses. Pas avec un discours, pas avec un communiqué de presse, mais avec une enveloppe et un stylo emprunté.